Match de la réhabilitation pour l'équipe de France de football culotte blanche contre l'équipe d'Espagne à Colombes devant 50 000 spectateurs. En 90 minutes, cette équipe a retrouvé élan et dynamisme. Il ne lui manque qu'une chose, un peu de perçant. Le but que marque François Heut, numéro 10, après s'y être reprise à 3 fois, illustre assez bien l'à peu près qui marque la fin de la plupart des offensives françaises. L'Espagnol Gento, numéro 11, qui a tendance à confondre course à pied et football, crée ici, une fois n'est pas coutume, une situation dangereuse pour l'équipe de France. De fait, les vedettes du Real Madrid, Di Stéfano en tête, numéro 9, n'ont convaincu personne, et le but d'égalisation que marque l'Espagne est entaché d'un hors-jeu flagrant que n'a pas vu l'arbitre. Il est vrai que l'arbitre n'a pas vu grand-chose au cours de ce match. Les avants français ont tout de même donné une fois le grand frisson aux spectateurs des tribunes sur cette attaque. 50 000 spectateurs debout croient qu'elle va faire mouche. Eh bien non, match nul pour les deux équipes. À son retour à Elisabethville, Moïse Tshombe, président de la République katangaise, a pu entendre crépiter les mitrailleuses dans la capitale. En effet, c'est la guerre. Une guerre de rue qui oppose les troupes katangaises aux casques bleus de l'ONU passées à l'offensive. Guerre sainte jusqu'à l'éviction des troupes de l'ONU, a proclamé le gouvernement katangais. Guerre totale contre le Katanga, a affirmé le secrétaire de l'ONU. Et à Elisabethville, chaque jour, il y a des morts et des blessés. À Bruxelles, ces événements ont provoqué une manifestation de réprobation contre les Nations Unies. Arborant des slogans dénués d'aménité, les manifestants ont conspué l'organisation internationale. À Paris, les ministres des Affaires étrangères de Grande-Bretagne et des États-Unis, d'Allemagne et de France se sont retrouvés au Quai d'Orsay. Entretien à 4 qui avait ouvert une grande semaine diplomatique. Celle-ci devait en effet voir se réunir également dans la capitale française les 6 du marché commun et les 15 de l'OTAN. Devant le buste que Neuilly-sur-Seine a dédié à Jean Mermoz, un groupe est venu saluer cette grande figure de l'aviation qui disparut il y a exactement 25 ans au-dessus de l'Atlantique. Didier Dora Cavaillès était là, vieux compagnon de la grande aventure. Jean Mermoz était l'homme qui pour la première fois avait traversé l'Atlantique Sud. Son exploit, Paris, Dakar, Natal, Buenos Aires et retour à bord de l'Arc-en-Ciel, avait déchaîné l'enthousiasme. Et Paris lui avait fait, après sa double traversée, une sorte de triomphe. C'est que l'exploit avait une signification plus haute qu'un beau geste sportif. Il ouvrait à l'aviation un domaine jusqu'ici inviolé et inaugurait la ligne commerciale qui, de Toulouse, par Casa, Dakar, Natal et Buenos Aires, menait jusqu'à Santiago du Chili. Le 7 décembre 1936, à bord de la Croix du Sud, Jean Mermoz partait pour sa 24e traversée. Au large de Dakar, on perdit sa trace. L'océan n'a jamais rien rendu, mais Jean Mermoz était entré à la fois dans l'histoire et dans la légende. L'océan Pacifique, le relief africain, et pour finir la Terre tout entière, c'est ce qu'a vu au cours de ces 2 rotations autour de notre planète Enos le chimpanzé, ou plutôt la caméra automatique qui l'accompagnait. Le mouvement de rotation du globe est ici 50 fois plus rapide que dans la réalité. Un document qui sera sans doute vite dépassé, mais un document qui fixe une étape. Un document qu'en somme, dans 100 ans, on regardera avec une certaine condescendance peut-être, mais non sans doute sans attendrissement. Jean Delannoy a joué les Pères Noël avant la lettre, en remettant à René-Marie Pottet, au nom des auteurs de films, le prix Suzanne Bianchetti qui récompense les brillants débuts d'une jeune comédienne. Perrette Pradier, Etchika Chourou et quelques autres lauréates des années passées étaient venus saluer cette nouvelle venue dans le champ des étoiles. Le temps n'est plus où la coiffure s'improvisait dans un salon de quartier. Elle possède aujourd'hui ses usines, ses laboratoires, tels à Aulnay-sous-Bois, près de Paris, les plus grands laboratoires capillaires d'Europe.
C'est là que journalistes et spécialistes de la beauté féminine sont venus assister à la première de modeling, nouvelle technique de la coiffure qu'Alexandre et Jacques Desange mettent aujourd'hui en pratique. On ignore sans doute que l'histoire de la coiffure moderne ne date que de 1882, avec l'apparition de l'ondulation. L'indéfrisable ne date que du début de ce siècle. Et l'on en était encore aujourd'hui à hésiter entre la permanente, durable, et la mise en pli sans permanente, mais éphémère. Désormais, les coiffures souples et naturelles dureront plus longtemps et chaque femme saura se recoiffer avec la plus grande facilité. Modeling, une nouveauté qui prend dans le domaine de la mode une allure de révolution. La Membrol en Indre-et-Loire est aujourd'hui un nom d'espoir. À l'orée d'un bois de chêne a été créé le premier centre destiné non seulement à la désintoxication, mais aussi à la réadaptation des malades alcooliques. L'originalité de la cure de la Membrol est en effet d'associer le traitement psychologique, coloré de contact humain, au traitement physiologique classique à base de pilules d'espérale, provoquant le dégoût de l'alcool. À cet effet, le centre ne se présente pas comme un simple établissement hospitalier. Il met à profit, avec une salle de spectacle et une bibliothèque, un vaste atelier. En un mot, un cadre adapté à de multiples activités professionnelles ou récréatives, dont le but est d'assurer la réadaptation à la vie collective, voire la promotion sociale. Guéri et réadapté, le malade sera par la suite suivi pour la cure d'entretien par un dispensaire. D'ores et déjà, 150 cas traités sont là pour témoigner en faveur de cette méthode nouvelle. 150 alcooliques délivrés de leur esclavage. Se souvient-on de Landru, dont les exploits emplirent la presse voici 40 ans? C'est en 1919 que le petit journal, dans un discret entrefilet, annonça l'arrestation d'un certain Nandru pour d'obscures histoires de disparition. On l'avait arrêté un matin dans l'appartement de Montmartre où il habitait sous le nom de Guillet. Il devait aussi, plus tard, outre différents noms, porter celui de Barbe Bleue. Et la presse publia cette mauvaise photo qui devait rendre une barbe célèbre. Car l'affaire de jour en jour prenait une extension imprévue. On comptait jusqu'à 11 personnes que la fréquentation de Landru semblait avoir mystérieusement retiré de la circulation. De là à penser au crime, il n'y avait qu'un pas, il fut franchi allègrement. Procédé d'une simplicité enfantine, les petites annonces matrimoniales drainaient vers Landru le trouble sentimental des existences solitaires. L'affaire se nouait à la gare. Et, souci d'économie que comprendront les bons administrateurs, Landru prenait alors un aller-retour et un aller simple. On allait à la campagne, à Gambais, où Landru possédait une villa. Départ ému vers une cité banlieusarde, où, dans une atmosphère de chaude tendresse ou de brûlante passion, on ferait des rêves d'avenir. La villa de Gambais s'avérait bourgeoise et isolée. Pour un couple énamouré, la solitude est douce, bien chauffée au surplus. Et ces cheminées et cette solitude devaient faire bientôt marcher les langues. Car la police vint, bien entendu, rechercher à Gambais les disparus. Ces 11 victimes, Landru les aurait-il enterrées après les avoir trucidées? Les terrassiers déterrèrent devant un Landru impassible quelques ossements, trop peu au gré des enquêteurs. Et un soupçon prit corps. Landru brûlait-il dans sa petite cuisinière du modèle courant les restes sanglants de ses épouses successives? Les jetait-il au brochet? Le vrai est qu'on ne trouva rien, ou presque. Le 7 novembre 21, le procès s'ouvrait à Versailles. Pour l'édification d'un public insatiable, les journaux n'hésitèrent devant aucun détail. Tout le monde connut la topographie de la salle d'audience, les attitudes de l'accusé, les mouvements de l'accusation, les pièces à conviction, où la cuisinière et le carnet de dépenses tenaient la place d'honneur. On eut la pamoison en plein prétoire de celle qui n'avait pu faire le voyage de Gambais. On eut les piaffements de Moreau Giaferi, son cri, des hypothèses, oui, des preuves, non. Et le 30 novembre 21, le verdict et la condamnation. Landru n'avait pas avoué, il n'avouerait jamais. Et M. Deblair mit le point final à cette page de la petite histoire.